Bonjour. Alors normalement, nous sommes connectés pour démarrer le webinaire. Donc vous pouvez nous informer si dans le chat vous nous entendez bien, enfin si vous m'entendez bien, parce que je suis tout seul, et si vous voyez aussi l'écran avec la qui est affiché. Et puis on va se laisser une petite minute maximum pour laisser aux derniers retardataires la possibilité de nous rejoindre. Et ensuite, c'est parti. A priori, tout est OK, impeccable. Merci beaucoup pour vos petits messages. Nickel. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ça dépend dans quelle région vous êtes, mais en ce moment, dans certaines régions, nous ici à Lyon, il fait très chaud. Mais bon, ça ne va pas poser problème a priori pour le petit moment qu'on va passer ensemble. Donc apparemment, tout est OK, impeccable. C'est parfait. 30 degrés en Alsace, ah ouais. 37 hier, ça c'était dur. Ah, dis donc. L'Alsace, c'est chouette d'ailleurs. Il y a peut-être un peu d'air, ça dépend où vous êtes. Bien, en attendant, on va pas parler météo. On va démarrer. Alors, si vous me voyez tout en rose, c'est normal. Hein. C'est pas prévu, mais c'est quand même normal. Donc, ça va rester comme ça. Mais a priori, ça me va bien. Donc, bonjour à tous et bienvenue au webinaire de Stop au risque, qui est consacré à la formation en santé et sécurité au travail et, et à la question de comment les réaliser à distance. Alors du coup, on va passer environ 45 minutes, une heure ensemble. L'idée, c'est de vous présenter avec l'aide de quelques diapos, eh bien quelle est la vision de notre société, donc Stop au risque, que je vais vous présenter un petit peu après sur justement ces formations en santé et sécurité au travail et les formations distancielles qui se sont largement démocratisées ces derniers temps, et notamment autour du e-learning. Et puis ensuite, on prendra voilà, une dizaine ou une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions. Donc, ça me permet de vous dire que nous sommes deux, même si vous ne voyez que moi. Mais il y a avec moi Caroline Papon, une de mes collaboratrices, qui s'occupe du chat et qui va donc pouvoir à la fois répondre à différentes questions selon les questions que vous posez, évidemment, et puis en même temps qui a en charge de mettre des différentes questions qui nécessiteraient plus d'informations et peut-être des informations un peu plus orales de ma part dans les favoris, et donc on les évoquera à ce moment-là, on les évoquera à la fin de la présentation pendant une dizaine ou une quinzaine de minutes. Donc voilà, du coup, je vous présente Caroline rapidement, qui est notre chargée de formation, que vous voyez donc pas, mais avec qui vous pouvez échanger par le chat. Et puis moi, je suis Julien Guillon, le directeur de la société Stop au risque, qui est une société spécialisée en santé et sécurité au travail. Donc c'est parti pour la présentation avec le diapo. Donc, ce que je peux vous dire déjà pour démarrer, pour que vous sachiez qui nous sommes, c'est que Stop au risque, comme son nom l'indique, c'est une société qui est spécialisée dans la maîtrise des risques professionnels, donc tout ce qui touche à la santé et sécurité au travail au sens très large. Et nous sommes la filiale d'une société qui s'appelle Matessir Défibril, qui est spécialisée, elle, dans tout ce qui est équipement et maintenance de défibrillateurs. Et donc, notre activité principale, c'est d'accompagner des entreprises, tous secteurs d'activité confondus, dans la gestion de leur stratégie, de leur politique de santé et sécurité au travail. Et pour faire ça, on passe par différentes actions que vous pouvez voir là sur l'espèce d'étoile. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, ce schéma, mais vous voyez qu'on réalise à la fois des actions d'audit,
pour donc auditer des entreprises, pour savoir un petit peu où elles se situent en matière de sinistralité ou de maîtrise de la santé et sécurité au travail, notamment sur l'aspect réglementaire. Ensuite, on a tout un service de conseil et d'accompagnement pour mettre en place une stratégie de maîtrise des risques professionnels. Donc, pour faire ça, on a ce qu'on appelle un enregistrement en tant que IPRP, ça veut dire intervenant en prévention des risques professionnels, qui est un enregistrement qui se fait auprès de la directe. Et puis, à côté de ça, on a un service de formation, c'est surtout de ce sujet-là dont on va parler aujourd'hui, qui est donc de la formation à la fois en présentiel et de la formation donc à distance, et notamment avec les outils de e-learning. Et l'objectif de tous ces services-là, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit dans les clous, si on peut dire ça comme ça, de la réglementation autour de ce sujet qui est très très vaste et donc qui passe obligatoirement par de la montée en compétences des différentes strates dans l'entreprise. Et donc pour faire ça, on est organisme de formation, on est habilité par l'Institut national sur la recherche et la sécurité, qui nous permet de délivrer des formations certifiées, comme par exemple pour la plus connue sans doute le Software Score du travail ou des formations PRAP aussi, pour prévention des risques liés à l'activité physique, que vous connaissez peut-être. Et puis, du coup, on a aussi un agrément qualité qui nous permet de faire ces formations. Vous avez peut-être entendu parler, si parmi nous, il y a des responsables formation, des responsables ressources humaines, vous savez sans doute que pour le 1er janvier 2022, il y a des obligations auprès des organismes de formation pour délivrer un service de qualité qui s'appelle donc Calliope. Voilà. Donc, du coup, voilà le sommaire de notre moment passé ensemble. Alors, ce que je vais faire en parallèle de la présentation du sommaire, c'est commencer directement par vous ouvrir deux sondages. Le premier, c'est une question qui est au sein de votre entreprise, de l'entreprise que vous représentez. Est-ce que vous organisez déjà des formations en matière de santé et sécurité au travail? Et puis, vous voyez qu'il y a différentes catégories qui vous permettent de cliquer pour savoir si vous organisez des formations en prévention autour de l'incendie, autour du secourisme, autour de la sécurité, autre éventuellement, ou au contraire aucune des deux. Donc voilà, vous voyez sans doute le sondage qui apparaît. Et je vous en mets un deuxième qui est en lien avec le premier, comme ça vous pouvez répondre aux deux en même temps, qui est la notion d'effectif moyen du personnel que vous formez dans votre société. Voilà, pour qu'on sache un peu sur ces sujets, hein, bien sûr, quel est le volume de salariés que vous avez l'habitude de former jusqu'à présent. Et donc, ça me permet de vous dire que ce que je vais vous présenter avec Caroline, ce sont donc on va faire un petit focus sur les principales obligations de formation. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas y passer trop de temps, et puis je vais faire quelque chose de très rapide et de très succinct, parce que les textes de loi, bah, on sait tous qu'ils sont assez conséquents, il y en a énormément, et donc on a choisi les principales pour faire un petit rappel. Et puis en même temps, vous avez la possibilité de télécharger le document que je suis en train de vous présenter. Donc, ça veut dire que vous aurez la possibilité de revenir sur les informations. Et puis, en même temps, dans le document, vous verrez que sur les obligations, on vous a mis les liens vers les textes officiels qui vous redirigent sur Légifrance et qui vous permettent, si vous le souhaitez, sur un article de loi en particulier, d'aller encore plus loin dans la réflexion et la compréhension de ce texte. Donc, on va faire un petit rappel des obligations de formation en santé et sécurité au travail pour une entreprise, parce que ce sera très important pour la suite, notamment le sujet plutôt principal, mais qui est rapidement évoqué, parce que c'est très simple, c'est comment utiliser le e-learning sur la santé et sécurité au travail. Donc, autrement dit, comment répondre à la réglementation en utilisant le e-learning, mais on verra que pas que. Et puis, on s'intéressera à différents avantages de ce nouveau mode d'apprentissage qui est en train d'émerger, et nos conseils sur les fonctionnalités qui nous semblent indispensables lorsqu'on utilise une plateforme de e-learning. Voilà.
Du coup, j'attaque et c'est parti. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. La toute première chose, avant de parler des textes de loi et des obligations, c'est ce qui me semblait important, c'est de faire un petit rappel, une petite introduction sur pour quelles raisons il existe une réglementation en matière de santé et sécurité au travail et puis, du coup, par la même occasion, quel est l'intérêt principal pour une entreprise de répondre à cette réglementation. Du coup, souvent, on s'intéresse aux statistiques qu'en prévention des risques professionnels, on appelle la sinistralité. Donc, la première chose que vous voyez là sur cette diapo, c'est le fait que en 2019, c'est des données qui sont issues de l'assurance maladie et risques professionnels. Un autre document, là, on a fait quelques captures du document, mais un autre document que vous pouvez télécharger aussi, qui s'appelle l'essentiel 2019, puisque pour l'instant, on n'a pas encore l'année 2020. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2019, donc, il y a eu plus de 655 000 accidents de travail dans l'année, donc ce qui représente à peu près 1800 par jour. Ce qui fait que pendant notre heure d'échange, on peut quand même imaginer qu'il y aura quelques dizaines d'accidents de travail, au moins ça. Ensuite, je vous ai mis entre guillemets le podium des secteurs d'activité qui sont les plus touchés. Donc, vous pouvez nous dire justement dans le chat si vous faites partie peut-être des trois premiers secteurs qui sont les plus accidentogènes, visiblement. Et puis, il y a une autre petite diapositive, enfin, une autre petite image qui nous indique que 50% des accidents sont plutôt liés à tout ce qui est manutention de charge, manutention manuelle, et puis les chutes. C'est vraiment les deux premières causes d'accidents du travail qu'on rencontre dans le milieu professionnel. Et une autre petite information aussi sur des statistiques, c'est les maladies professionnelles. Donc on voit qu'il y a une augmentation aussi de l'année 2018 à 2019 et que sur la principale, puisqu'elle représente presque 45 000 maladies professionnelles en 2019 et qui est liée aux troubles musculo-squelettiques. Ce qui fait qu'on se rend bien compte que le monde de l'entreprise, le secteur professionnel dans son ensemble, doit absolument travailler sur la maîtrise des risques liés au port de charge notamment, et puis donc à l'apparition de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques et dommages. Ce qui fait que au travers de ces statistiques, de ces données chiffrées, on peut déjà évoquer une première raison qu'il y ait cette réglementation qui change régulièrement, qui s'étoffe régulièrement, à l'image de la nouvelle obligation qu'on va voir tout à l'heure qui correspond à la formation autour du secourisme, notamment pour les personnes qui vont partir en retraite. Mais il y a donc des obligations qui se mettent de plus en plus en place pour éviter tous ces accidents T et tous ces malades qui sont des individus qui sont accidentés par le fait qu'ils sont exposés à des risques professionnels. Donc, du coup, voilà pourquoi il y a une réglementation. Alors, je vais vous présenter donc les fameuses premières principales obligations de formation qui sont vraiment liées à uniquement la formation en santé et sécurité au travail, ce qui fait que si on s'intéressait à la réglementation autour de la santé et sécurité au travail au sens très large, il se trouve qu'il y aurait encore d'autres informations à vous donner. Maintenant, je ne vais pas citer tous les numéros de texte, mais celui-ci, je cite parce que le L4121-1 du Code du travail, c'est vraiment celui qui régit l'ensemble de la réglementation autour de la santé, sécurité au travail, donc, et qui est sans doute le plus connu, et donc que sans doute vous connaissez, et qui dit que l'employeur, il doit assurer la sécurité de ses travailleurs, qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Ce qui sous-entend une notion très importante, c'est pour ça que celui-là, c'est sans doute celui qui est vraiment le plus important et que je vous lis dans le détail de manière un peu plus poussée que les autres, parce qu'il sous-entend une obligation de résultat pour l'employeur, puisqu'on nous dit qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires et donc il doit réussir à assurer la sécurité, qu'elle soit physique et mentale.
Et puis, on nous indique bien que, au-delà des actions de prévention des risques professionnels qui doivent être mises en place et au-delà d'une mise en place d'organisation et de moyens vraiment adaptés au secteur d'activité et aux risques professionnels auxquels est confrontée l'entreprise, eh bien, il doit absolument passer par des actions d'information et de formation. Donc, c'est vraiment celle qui régit tout le sujet qu'on peut évoquer aujourd'hui. Donc, ah, mais si je vous en présente comme prévu quelques autres. Donc, on a fait un découpage des principales obligations en prenant, en les mettant par catégorie. Donc là, on commence vraiment par la catégorie de la prévention des risques professionnels, qui est le fait de mettre en place des actions avant que l'accident se produise. Donc, on nous dit là dans cet article que l'employeur il doit prendre en compte les compétences qui sont existantes de ses salariés et qui doit les mettre en relation avec la nature des activités de l'entreprise pour pour s'assurer que les précautions ont bien été prises pour assurer la santé et la sécurité de ces travailleurs. Donc, ça sous-entend qu'à partir du moment où je suis employeur, je donne une mission à mon salarié, et bien, je dois m'assurer qu'il ait bien les compétences pour assurer sa mission. Ensuite, un autre texte de loi qui est très courant aussi et très connu, c'est le fait que l'entreprise doit avoir ce qu'on appelle un référent en santé et sécurité au travail qui est compétent ou formé spécifiquement. C'est aussi ce qu'on appelle le salarié désigné compétent. Ça, il y a plusieurs termes pour définir à peu près la même chose, mais l'idée c'est de savoir, donc la question qu'on peut se poser, et que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que dans votre entreprise, il y a bien quelqu'un qui est en charge de, de ce sujet et de la santé et sécurité au travail et qui est connu de tous et qui soit a été recruté avec les compétences, même si c'est peut-être pas un poste à part entière, hein, il peut tout à fait avoir une tâche parallèle, mais il est compétent et il a la mission. Donc, ou sinon, on fait en sorte de faire un appel à volontaire ou de désigner quelqu'un qui va avoir cette mission-là et qui devra donc être formé spécifiquement pour assurer sa mission. Je continue avec le fait qu'on a un autre article de loi qui dit que quand vous organisez des formations autour de la sécurité, les mesures de prévention qui ont été définies par l'employeur, par l'entreprise, doivent être expliquées aux salariés. Donc ça sous-entend qu'ils doivent absolument maîtriser les, les, les mesures de prévention qui ont été élaborées par l'entreprise au sens très large, donc souvent par le référent santé-sécurité, qui lui-même est missionné par son employeur. Donc l'idée, c'est vraiment de balayer, entre guillemets, les différents textes de loi pour que peut-être ça vous apporte quelques précisions et puis qu'on soit bien sur le fait que les obligations de formation sur ce sujet sont assez nombreuses, même si on les a pas toutes récoltées. Ensuite, on nous dit là dans cet article que l'employeur il doit préciser les risques auxquels sont exposés les salariés et il doit définir comment les équipements vont être utilisés, quels sont les moyens de protection, quelles sont les mesures de prévention autour de l'utilisation de substances dangereuses. Et du coup, ces instructions doivent vraiment être adaptées non seulement au secteur d'activité, mais aussi à la nature des tâches qui sont à accomplir. Alors, on ne verra pas le texte de loi autour de l'obligation de mise en œuvre du document unique et de mise à jour de ce document unique, mais vous connaissez, j'en suis sûr, cet outil, mais donc il ne rentre pas forcément dans le cadre de la formation autour du document unique, même si évidemment pour le mettre en place, il faut avoir les compétences, mais il sous-entend que la nature des tâches qui sont à accomplir par le salarié ont été évalués, les risques auxquels il est exposé dans la nature de ces tâches ont été évalués et transcrits dans ce document unique, et que c'est au travers de ces choses-là qu'on va pouvoir élaborer les instructions à mettre en œuvre. Voilà. Ensuite, on a un autre texte qui nous dit que l'employeur doit organiser des informations auprès des travailleurs sur les risques auxquels il est exposé. On tourne toujours à peu près autour du même sujet, ce qui fait qu'il y a une vraie redondance
des informations et des obligations qui sont passées, mais c'est comme ce sont des textes qui sont différents, il y a une forme d'accumulation de l'obligation de l'employeur qui apparaît et qui indique bien à quel point ces informations et ces formations doivent être mises en place. L'organisation d'information, on peut aussi sous-entendre qu'une fois que les gens ont été formés, il y a des diffusions de consignes et d'informations qui doivent être faites régulièrement autour du sujet. Voilà, et puis un petit dernier sur la prévention des risques, qui est le fait que l'employeur il doit donc informer les travailleurs sur les risques auxquels ils seront exposés dès l'embauche, de manière à ce que les salariés sachent à quels risques ils sont exposés lorsque ils vont accepter le poste, lorsqu'ils intègrent l'entreprise après l'embauche. Et on nous dit aussi dans ce texte-là que chaque fois qu'il semble nécessaire, selon comment l'employeur a jugé la nécessité de former en complément, eh bien, ces formations doivent être réalisées autour des risques. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur différents textes, parce que je passe rapidement, parce que je sais que c'est pas forcément des choses qui sont hyper sexy, on va dire. Et puis vous aurez encore une fois la possibilité de revenir dessus avec le document. Et donc, si on passe dans la catégorie sécurité, là, il y a une chose qui est assez importante et intéressante, c'est la notion de formation pour permettre d'apporter des compétences aux travailleurs et qui, elles-mêmes, lui permettront de connaître les conduites à tenir en cas d'accident ou de sinistre. Ça veut dire qu'on est bien sur s'il y a un accident, s'il y a même l'apparition d'une maladie professionnelle, finalement, le salarié il doit avoir des compétences pour réagir. Donc, ça veut dire qu'on est à la fois dans une notion de secours et j'agis à partir du moment où un accident s'est produit, mais on considère aussi qu'un sinistre, c'est une douleur, par exemple, on parlait des troubles musculo-squelettiques avant, le fait d'avoir une douleur à l'épaule, ça peut être considéré comme un sinistre, comme un accident du travail, même si ça rentrera pas dans les statistiques que je vous ai données tout à l'heure. Et donc, on considère qu'à partir de là, les salariés, ils ont suffisamment d'instructions et de compétences pour être en capacité de réagir et de faire en sorte finalement que cette douleur à l'épaule qui peut-être pourrait sembler n'être pas grand-chose à la base, doit être prise en compte et il doit y avoir une organisation autour de la sécurité et de la prévention. On est un peu sur deux sujets en même temps. Ensuite, on a un autre texte de loi qui nous dit, alors là je vais en mettre deux en même temps, qui nous dit que en fait le Code du travail a élaboré ce qui est appelé un socle de connaissances et de compétences qui sont mentionnés dans différents articles, en l'occurrence 3, qui disent qu'il y a un ensemble de connaissances et de compétences qui sont utiles pour un individu et qu'il doit les maîtriser pour favoriser à la fois son accès à la formation et à l'insertion professionnelle, sachant que dans le détail de l'un d'entre eux, on nous dit bien que dans ce socle de connaissances et de compétences professionnelles, est compris, entre autres choses, mais celui qui nous intéresse, c'est le point numéro 7, qui est la maîtrise des gestes et des postures et le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Ce qui fait que, vu qu'on parle beaucoup de manutention manuelle, qui est à l'origine de beaucoup d'accidents du travail et de maladies professionnelles, eh bien, les salariés doivent avoir dans leur socle de compétences de base la maîtrise des gestes physiques et des postures à utiliser lorsque notamment ils utilisent leur corps comme un outil pour porter des charges. Ça veut dire que ça se substitue pas à d'autres textes qu'on a pu voir dans la prévention, qui est le fait de limiter au maximum le port de charge, par exemple, notamment dans un autre article, mais qui correspond pas forcément à la formation, mais qui est le respect des 9 principes généraux de prévention, que vous connaissez sans doute aussi, qui est le premier, c'est éviter les risques, donc voilà, pour éviter qu'il y ait un accident. Et le dernier, parce que je ne vais pas balayer les 9, c'est le fait de donner des instructions appropriées aux salariés. Et donc, on retrouve un petit peu tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Et enfin, sur la sécurité toujours,
On nous dit qu'une formation pratique et appropriée à la sécurité doit être organisée par l'employeur au bénéfice des travailleurs qui l'embauchent, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi pour tous les postes de travail, notamment pour les salariés qui sont salariés même temporaires, pour tous les salariés où il y a un poste qui change, ou s'il y a une exécution de travaux urgente, sauf si le salarié en question a déjà les compétences requises pour être mis sur le poste en question. Et puis enfin, on nous dit aussi que lorsqu'il y a eu un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours, à ce moment-là, eh bien, il faut que le salarié qui reprend son poste soit formé et ait une formation pratique et donc appropriée à la nature des risques, soit qu'il a subi, soit auquel il sera exposé dans son nouveau poste. Voilà, je continue. Il nous reste 2 catégories, ce qui fait que on est vite à la fin des textes, mais en secourisme très très simple. Vous connaissez aussi, j'en suis sûr, les obligations de formation autour du secourisme, mais on nous dit que l'employeur, voilà, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades, ce qui fait qu'il y a une petite différence avec celui qu'on a vu tout à l'heure dans la catégorie sécurité, où on nous disait qu'il fallait intervenir en cas d'accident ou de sinistre. Là, on est vraiment sur la mise en place des premiers secours, ce qui fait qu'il y a une petite différence. Donc, ça sous-entend qu'on doit avoir des secouristes dans une entreprise. Il y a un autre article qui nous précise un petit peu les éléments sur cette notion de formation de premier secours, qui est le fait qu'un membre du personnel doit recevoir la formation de secouriste pour être capable de mettre en place les premiers secours. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'un membre du personnel, ça suffit pour répondre aux obligations qu'on a vues juste avant, qui étaient les obligations de résultat. Donc, c'est à l'entreprise de juger combien de personnes elle doit avoir formées pour que, en cas d'accident, la victime puisse être prise en charge rapidement et, si possible, efficacement dans un délai le plus court possible. Un dernier sur le secours qui est tout frais, tout nouveau, puisqu'il a été validé il y a quelques semaines à peine. Donc, vous avez sans doute entendu parler. C'est le fait que les salariés doivent bénéficier d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, donc gestes de premier secours, juste avant leur départ à la retraite. Donc voilà, donc il faut former les gens avant qu'ils s'en aillent en retraite, s'ils n'ont pas été évidemment avant dans leur carrière professionnelle, de manière relativement récente. Et je finis avec deux articles autour de l'incendie. Alors, s'il y a vraiment une formation qui est répandue en entreprise, c'est bien la formation autour de la lutte contre l'incendie, notamment équipier de première intervention, ou équipier évacuation, les guide-fils et serre-fils. C'est très très courant. Donc là, si on regarde un petit peu ce que disent ces textes-là, on nous dit que l'employeur il doit prendre les mesures nécessaires pour combattre tout début d'incendie dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs. Donc en l'occurrence, être en capacité de faire en sorte qu'un début d'incendie puisse être éteint rapidement à l'aide d'un extincteur, et puis aussi la mise en place d'organisation de l'évacuation. Là où c'est un petit peu plus peut-être étonnant, c'est la notion de l'article qui suit, le 4227-39, je vais citer celui-là, qui est le fait que l'entreprise elle doit organiser des exercices et des essais auprès de ses salariés, et ça sous-entend l'ensemble des salariés qui doivent être informés et au courant de la notion autour du signal sonore d'alarme générale, notamment pour être en capacité de comprendre qu'une évacuation est en cours ou doit être mise en place, de localiser les différents espaces d'attente, d'utiliser les différents matériels autour de la lutte contre l'incendie, en l'occurrence les extincteurs, mais ça peut être aussi le déclenchement des alarmes. Et ces exercices et ces essais doivent être faits tous les 6 mois. Ce qui fait que, donc, logiquement, on doit former l'ensemble des salariés et 2 fois par an.
Donc voilà pour pour les principales obligations en matière de formation autour de la santé-sécurité. Donc je pense que pour pour vous qui nous écoutez, la question qui est intéressante, c'est de savoir à quel niveau vous pensez répondre à ces obligations, sachant que vous formez déjà à différents sujets, puisque dans le sondage, vous nous avez indiqué qu'il y a à peu près, on va dire, 20%, 25% à la sécurité. Donc la moyenne, a priori, c'est environ 20% d'entre vous qui formaient sur toutes ces catégories. Et puis, voilà, on va dire en moyenne 30% des gens qui forment de manière assez importante. 40%, pardon, de plus de 50% de l'effectif. Donc, vous avez déjà des formations qui sont organisées pour un certain volume de vos personnels, ce qui fait que la question qui se pose, c'est est-ce que potentiellement vous pensez être dans le respect de la réglementation qu'on vient de voir. Je vous ai mis cette diapo que vous avez sans doute parcourue sans que je la lise, qui est souvent, qui dit obligation, dit souvent sanction. Et donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est pas le but. Hein. L'objectif premier, c'est de garantir la sécurité physique et mentale des salariés, on l'a vu tout à l'heure. Et puis l'objectif second, en ce qui me concerne dans l'aspect présentation et conseil, c'est la notion de respect de la réglementation pour une entreprise qui serait plus sereine sur ces sujets-là, ce qui fait deux raisons principales, même si, voilà, pour information, je vous ai mis une diapo qui indique quels sont les risques pour l'entreprise si jamais elle ne répond pas à ces obligations. Du coup, on en arrive à la question principale qui était comment utiliser le e-learning en santé-sécurité au travail, sachant que Stoporis, donc, c'est une société, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un organisme de formation. On fait des formations présentielles tout à fait classiques depuis une dizaine d'années que l'entreprise existe. Et depuis peu, on a fait le choix de proposer différents modèles de formation pour être encore plus efficace, pour permettre à l'entreprise d'avoir les compétences nécessaires pour éviter la sinistralité et puis pour faire en sorte d'être encore plus dans la réglementation et donc d'être encore plus efficace sur le respect des règles, notamment dans le volume des gens qui sont à former en entreprise, puisque depuis des années, si je prends le sujet de l'incendie notamment, eh bien, on sait que on fait régulièrement des formations d'une demi-journée pour des groupes de 10 à peu près. Mais quand on intervient dans une entreprise de 500 salariés, par exemple, et qu'on va former 10 ou 20 personnes sur une demi-journée à peu près tous les 2 ans ou tous les ans, eh bien, on sait d'avance que cette entreprise-là, malheureusement, elle n'est pas dans le respect de la réglementation. Et on se pose quand même, nous, la question en termes de qualité de notre prestation, on se pose la question quel est le niveau de maîtrise du sujet après cette demi-journée qui aurait lieu au bout de quelques mois, si on imagine tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, on a aussi une réflexion autour de la formation à distance et notamment le e-learning. Ce qui fait que il y a deux possibilités, deux modalités d'organisation en fait pour utiliser le e-learning et pour s'appuyer sur le e-learning pour développer des compétences en santé et sécurité au travail et donc être efficace et répondre aux obligations. Et donc la première modalité, c'est une modalité qui s'intéresse à ce qu'on appelle les risques généraux. Ça veut dire que c'est les risques qui correspondent à l'ensemble des salariés. Tous les salariés sont concernés par les risques généraux. Donc on peut citer les risques liés à l'incendie, par exemple, tout ce qui est lié au secourisme, certaines notions autour de la sécurité et aussi la notion liée à être un acteur de sa propre prévention et être un acteur de la prévention des collègues, des collaborateurs. Et sur la notion de prévention, on sous-entend lutter contre l'ensemble des risques généraux en apportant des informations à notre référent notamment pour pouvoir lui permettre d'évaluer les risques et lui permettre aussi de
de faire la différence entre le travail qui est prescrit et le travail qui est réel. Donc là, sur ces risques généraux pour l'ensemble de l'effectif, l'idée, c'est d'utiliser le e-learning pour former et pour informer un maximum de salariés sur les sujets généraux, encore une fois, qu'on a pu voir avant et qui doivent être adaptés aussi au secteur d'activité de l'entreprise et à son organisation en matière de locaux, par exemple, d'effectifs et d'organisation du travail. Est-ce qu'ils sont sur site ou est-ce que les salariés se déplacent, des choses comme ça. Et donc, grâce au e-learning, on peut imaginer former c'est un conseil de notre part, mais on peut imaginer utiliser le e-learning pour former entre 50 et 100% de l'effectif. Donc, on verra tout à l'heure avec les différents avantages qu'au final, si je suis une entreprise de 100 salariés, par exemple, je vais avoir beaucoup plus de facilité en termes d'organisation, même au niveau des coûts, pour apporter des compétences, donc des formations, des informations, en utilisant le e-learning pour un fort pourcentage de mon personnel. Ce sera plus facile qu'en organisant des groupes de 10 par-ci par-là dans l'année. Donc l'idée pour les risques généraux, c'est de tenter de former un maximum de personnes en leur donnant à disposition les compétences théoriques qui sont acquises en réalisant des quiz, en réalisant des visionnages de vidéos, en ayant des textes. Enfin voilà, le e-learning, c'est vraiment un parcours où la personne, elle doit être active et on n'est pas donc sur de la formation à distance en mode visioconférence. On est vraiment sur je participe des outils, à des quiz pour pouvoir acquérir les compétences. Et puis, du coup, si une entreprise donne un accès à un fort pourcentage de son entreprise, donc entre 50 et 100%, on va déjà considérer qu'elle a informé de manière beaucoup plus importante que ce que, en général, parce que je ne sais pas exactement ce que vous pouvez, ce que vous faites à l'heure actuelle, mais en règle générale, on peut supposer que si on forme à plus de 50% de l'effectif, on sera déjà avec des personnes qui seront beaucoup plus formées. Et puis, l'idée, c'est que l'entreprise, elle réfléchisse à un pourcentage qui serait important de formation en pratique, qui est une formation qui s'appuie sur les compétences en e-learning qui ont déjà été diffusées. Donc là, vous voyez que nous, dans notre conseil, de ce qu'on vous propose de faire, ce qu'on vous conseille de faire, on est sur un pourcentage qui est beaucoup plus faible, parce que l'idée, et je viens un peu sur certaines questions que j'ai pu voir, comme par exemple, quel est l'effectif à former en guide fil et serre-fil. Eh bien, notre idée sur ce point numéro 1 sur les risques généraux, eh bien, l'idée, c'est de donner des compétences à l'ensemble de l'entreprise ou à un peu plus de 50% de l'entreprise pour expliquer comment on évacue, comment on se comporte lorsqu'il faut organiser une évacuation des locaux, comment on se comporte lorsqu'on est un salarié qui doit suivre un guide fil, par exemple, et comment on est accompagné par le serre-fil qui, lui aussi, a une mission particulière. Ce qui fait que ces salariés qui n'ont pas forcément l'une de ces deux missions, ils ont quand même les compétences et ils ont bien cerné l'importance de respecter justement les éléments, les actions qui seront faites par ces guides fils et ces serre-fils. Ce qui fait qu'ensuite, l'entreprise, elle doit avoir une réflexion sur combien de personnes je dois former pour que l'ensemble du personnel puisse être guidé de manière efficace et combien de personnel je dois avoir qui sera formé serre-fil pour faire en sorte que l'ensemble des locaux sera bien évacué dans des bonnes conditions. Ce qui fait que si on imagine un bâtiment où il y a 5 étages, bah, on va quand même considérer qu'il faudra au moins un guide-fil et au moins un serre-fil par étage. Donc on est déjà sur 10 personnes. Et puis ensuite, il y a la notion d'efficacité au jour le jour, puisque si j'ai un guide-fil et un serre-fil par étage, mais que ce jour-là, bah, voilà, ils sont en congé, ils sont en mission extérieure, enfin, ils sont pas présents tout simplement, ou potentiellement en arrêt maladie, tout un tas de
de fonctionnement de l'entreprise, du coup, la question se pose de combien de personnes il faut que j'ai formées au préalable pour être sûr qu'il y ait toujours les compétences dans l'entreprise et que, en cas de besoin, on puisse organiser donc l'évacuation dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire une chose, c'est que nous, ce qu'on pense qui est le plus judicieux, entre guillemets, c'est le fait que si un jour je m'aperçois qu'il me manque un personnel en capacité de réagir sur tel ou tel sujet ou tel risque, eh bien, je vais pouvoir m'appuyer beaucoup plus très facilement sur les gens qui ont été formés en théorie et à qui potentiellement je pourrais dire, voilà, pour le mois qui vient, je souhaite te donner la mission, telle mission, et je souhaite que tu puisses t'appuyer sur les compétences que tu as acquis, j'ai toujours du mal avec acquise, sur les compétences que tu as acquises dans la formation e-learning pour pouvoir assurer cette mission si nécessaire. Ce qui fait qu'on peut quand même considérer que la théorie acquise en e-learning permettra de la mise en pratique, même s'il y a un petit délai avant qu'une formation un peu plus pratique soit organisée. Du coup, je continue. On reverra les autres questions parce que je vois qu'il y a d'autres questions, mais on les verra tout à l'heure. Et donc, si on considère que dans votre société, vous organisez une formation pour un grand nombre de personnel, puisque ce sont des risques très généraux qui concernent tout le monde, ensuite, la question se pose sur quels sont les risques spécifiques à la société en fonction de son secteur d'activité et des tâches que les salariés accomplissent. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de faire exactement le même principe que celui qu'on a vu avant, simplement ça concerne moins de personnes. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un salarié qui va, par exemple, avoir une tâche de manutention manuelle, eh bien, lui, il doit avoir suivi une formation spécifique pour notamment maîtriser les gestes et les postures dont on a vu tout à l'heure, mais en même temps pour faire en sorte qu'il ait les compétences de prévention et d'éviter d'être exposé à ces situations de travail qui pourraient générer un accident du travail ou sur du long terme de la maladie professionnelle. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ces salariés-là soient formés, mais qu'ils le soient, c'est notre conseil aussi, le plus régulièrement possible, parce que on se pose la question, quel est, encore une fois, le niveau de maîtrise des compétences lorsque le salarié est formé sur un temps très court et sur un délai plutôt très long ou relativement long. Ce qui fait qu'on fait la même chose. Là, on donne à disposition des salariés qui sont concernés par les différents risques, on leur donne l'accès à la formation en e-learning. Donc là, ça concerne 100% des salariés qui sont concernés par ces tâches et ces risques spécifiques. Et puis pour cela, selon le sujet, parce que tous les thèmes de formation ne sont pas concernés, mais selon le sujet de la formation, si je prends la manutention manuelle, il y aura forcément une formation pratique pour les gens qui ont suivi le e-learning, parce qu'il va falloir travailler sur comment j'aménage mon poste, comment j'utilise mon corps comme un outil, et puis surtout comment je mets en action l'analyse d'une situation de travail pour trouver des solutions et faire en sorte que la manutention manuelle disparaisse au fur et à mesure des mois et que l'entreprise soit plus sereine sur la notion d'apparition d'un accident. Donc, on fait, en fait, et donc le titre, il est pas tout à fait très explicite tel qu'il aurait dû l'être, mais ce dont on parle, c'est plutôt comment utiliser la formation mixte pour répondre aux obligations de la santé et sécurité au travail. Donc, mixte, ça sous-entend bien e-learning et association de pratiques. Maintenant, sur certains risques spécifiques, si je prends par exemple la première formation ou le premier risque, la première formation qui a été citée, qui est l'habilitation électrique, qui est aussi une formation qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est très courante, eh bien, le tout premier niveau, qui est l'H0B0, est une formation qui permet à l'employeur de délivrer l'habilitation. Cette formation-là, elle peut tout à fait se faire uniquement en e-learning, puisque quand on suit les définitions d'organisation des formations sur ce sujet-là, il n'y a pas forcément de pratique à faire
aux salariés. Ce qui fait que sur la notion risque spécifique et l'organisation, ça dépend vraiment du thème qui est abordé, de l'entreprise et de son fonctionnement. Voilà. Du coup, je vous ai préparé une autre présentation, une autre diapo qui reprend exactement la même chose, mais qui est un exemple. Donc, si on imaginait que parmi vous, bah voilà, il y a une entreprise qui est composée de 200 salariés à peu près, eh bien, voilà, j'ai pris deux exemples, les deux exemples que j'ai pu citer juste avant. Et donc, je ne vais pas tout répéter parce que sinon, ça va être un peu redondant, mais dans l'idée, on forme 100% de l'effectif en e-learning à la formation incendie, l'équipier de première intervention. On a donc des gens qui sont en théorie capables d'organiser l'évacuation des locaux et d'utiliser en théorie toujours un extincteur. Et quand on associe la pratique pour un certain volume de personnel, donc là dans mon exemple j'ai mis 10% qui correspond à deux groupes de 10 personnes, on peut organiser la formation d'abord de manière beaucoup plus participative et active. Pédagogiquement parlant, on est beaucoup plus dans du ludique et dans la mise en œuvre pratique dès la rencontre des stagiaires, des salariés avec le formateur, puisqu'on s'appuie sur les compétences acquises en amont. Et du coup, on réduit largement le temps, puisque en une heure, on peut former 10 personnes. Donc, si là, dans mon exemple, j'en forme 20, eh bien, ça dure 2 heures. Exactement le même scénario pour la manutention manuelle, uniquement pour les salariés qui sont concernés. Là, j'ai mis un petit X parce que tout dépend dans l'entreprise combien de salariés sont concernés par ce risque manutention manuelle. Et puis, pour un certain nombre, enfin pour ce même nombre, pardon, on va organiser la formation pratique et on va pouvoir diviser le temps à peu près par deux pour cette formation-là, telle que nous, on la conçoit, quand elle mêle des compétences pour aménager les postes de travail, pour préserver la santé physique dans une activité professionnelle, ce qui sous-entend utiliser son corps comme un outil, mais être aussi en capacité de faire de l'analyse de situation de travail. Et une notion qui est très importante, qui est écrite dans la partie e-learning, c'est l'accessibilité toute l'année. Nous, on pense que c'est indispensable que la formation e-learning, elle soit accessible toute l'année pour que le salarié qui a une licence de formation, il puisse y accéder autant de fois qu'il le souhaite dans l'année et que même potentiellement l'entreprise, c'est ce qu'on lui conseillera, un responsable formation dira, bon là, ce qui serait intéressant, c'est quand même de relancer tous les 3 mois, par exemple, les salariés pour leur rappeler qu'ils ont l'accès à cette formation. Et si on imagine, ne serait-ce que quelqu'un qui va parcourir la formation e-learning 2 fois par an, eh ben, non seulement on répond à la réglementation qu'on a pu voir tout à l'heure, mais on peut aussi imaginer que les compétences sont bien plus acquises et donc qu'elles permettront d'être efficaces si un jour on doit utiliser les compétences et puis si un jour il y avait quoi que ce soit comme souci avec je ne sais quel contrôle, eh bien on peut justifier largement de la mise à disposition de formations et d'informations très très régulièrement. Donc nous on considère que l'utilisation du e-learning doit être fait avec des solutions durables, enfin sur du long terme, plutôt qu'une formation, ce qu'on pourrait appeler one shot, qui se fait en un mois par exemple. Même si l'entreprise décide que les salariés doivent être formés dans le mois, par exemple si on disait bah, voilà, au mois de juin, vous devez être formé à tel sujet, vous avez un mois pour la faire. L'idée, c'est quand même qu'ils aient accès à nouveau aux compétences avec l'outil, un peu comme quand on leur donne un livret en fin de formation. Voilà pour comment utiliser le e-learning. Je verrai si vous avez des questions après là-dessus. Mais voilà, après, je vous ai fait une petite liste des avantages de ce nouveau mode d'apprentissage qui a largement été accéléré par la crise sanitaire, hein, évidemment, même si aujourd'hui, on a beaucoup plus de propositions de formation en visioconférence, donc en classe virtuelle, avec un formateur qui va donner les compétences. Nous, on est vraiment sur donc des solutions e-learning. Donc, les avantages qui sont cités là, c'est vraiment de la formation à distance avec du e-learning, soit seul, soit en formation mixte. Et donc, bon, je vais vous les citer
rapidement parce que vous aurez la possibilité de les relire et puis vous avez aussi votre propre avis. Mais les principaux avantages, c'est le fait que on réduit le temps de formation présentielle, voire pour certains thèmes, il n'y a pas de formation en présentiel à organiser. Donc, on facilite l'organisation des formations, notamment si vous avez des salariés qui sont en télétravail, par exemple. C'est pas forcément facile toujours d'organiser à la bonne date les formations et donc de donner des compétences aux gens. Donc là, c'est beaucoup plus facile. On a besoin de les rassembler moins longtemps. Donc le temps de présence, il est réduit. Ensuite, l'utilisation du e-learning pour certaines entreprises qui sont en train de se lancer, entre guillemets, ou de développer la responsabilité sociétale des entreprises, la politique RSE. On sait que dans ces politiques-là, c'est important de donner des outils aux salariés. Donc, on a quelques entreprises qui donnent accès à leurs salariés à des formations de type secours, par exemple. C'est peut-être celle qui est la plus courante dans cette démarche RSE, et notamment pour pouvoir aussi faire en sorte que les salariés puissent eux-mêmes délivrer le message à leur famille, à leurs enfants. Et donc, avec leur accès, en beaucoup de cas, ils ont la possibilité de, de, de former ou de jouer avec leurs enfants, par exemple, sur la notion de secours, notamment parce que, en général, les formations e-learning sont accessibles à la fois sur ordinateur, donc sur un poste de travail, mais aussi sur des tablettes et sur des smartphones. On a exactement la même chose pour les collectivités, mais je ne crois pas qu'il y en ait parmi nous. Donc, mais sinon, c'est le même principe avec des responsabilités sociétales territoriales. Les avantages, bon, on l'a vu juste avant, j'en ai parlé longuement, c'est le fait d'avoir un accès longue durée à ces formations. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur des accès soit de 1 an jusqu'à 3 ans en fonction des formations. Aujourd'hui, chez Stoporisk, on a des formations qui sont des parcours de formation, qui sont de la formation mixte, donc, et qui sont certifiantes, notamment pour une formation qui s'appelle Devenir animateur en prévention des risques professionnels. Et donc là, comme cette formation est certifiante, le certificat il est accessible, il est valide pendant 3 ans. Bah, donc du coup, on donne accès à la formation e-learning en question pendant toute la durée de validité du certificat pour que les gens ils puissent continuer à développer leurs compétences. Ensuite, il y a la notion de page personnalisée à l'image de l'entreprise, qui est un des avantages, parce que l'idée, c'est que quand on fait du e-learning, on peut personnaliser à la fois la formation, mais aussi les accès, ce qui fait que les salariés, quand ils font leur formation, ils ont le sentiment, et ça doit être d'ailleurs une des conditions, que la formation et les accès sont vraiment spécifiques à leur société, et avec des messages, avec des vidéos, tout un tas de choses qu'on peut inclure, qui permettent d'apporter une forme de motivation et d'implication du salarié, au moins dans la formation. Voilà, il m'en reste quelques autres avantages. C'est le fait d'avoir la possibilité de faire un suivi qui est très simple et qui est très pratique par les responsables formation pour savoir exactement quels sont les salariés qui ont été formés et puis quel est leur niveau de maîtrise de la formation, puisque comme ils passent des évaluations, ils ont la possibilité de répondre à des questions et les responsables formation voient ceux qui sont plus ou moins à l'aise, ce qui permet aussi de choisir les personnes qui vont participer à la formation pratique, puisque j'aurais plutôt tendance à choisir ou à proposer aux salariés qui ont été très efficaces dans les évaluations théoriques de participer à la pratique. Comme ça, je sais que les compétences seront beaucoup plus efficaces. Voilà, un des avantages aussi de ces outils, c'est qu'on peut transmettre une attestation qui est nominative directement par l'outil aux gens qui sont formés, mais aussi à l'entreprise et aux responsables de formation. Donc tout ça, ça s'intègre bien dans les dossiers de formation. Je vais accélérer un peu parce que le temps file. Les prix sont plus attractifs parce que en e-learning, ça coûte moins cher, tout simplement. Donc, en général, c'est le coût moyen d'une licence de formation, ça doit être à peu près 30 euros. En général, c'est selon nous pas forcément justifié. Les financements sont bien sûr possibles. Donc, il y a des financeurs comme les OPCO notamment qui sont en capacité de financer ces formations à partir du moment où on leur fournit un certain nombre d'informations.
Je l'ai dit tout à l'heure, il existe des parcours de formation qui sont beaucoup plus élaborés que du e-learning et des moments de pratique. Et puis, bien sûr, c'est le sujet du moment, de toute façon, le respect de la réglementation, sachant qu'on peut considérer que l'entreprise, si elle forme, tel qu'on l'a évoqué avec les pourcentages juste avant, elle va respecter plus facilement et plus efficacement la réglementation en vigueur. Voilà. Et je termine avec cette diapositive-là, qui est, selon nous, les fonctionnalités indispensables lorsque vous choisissez de faire appel à une plateforme de e-learning, soit seule, soit pour l'allier à de la formation pratique. Mais c'est le fait qu'il faut absolument que les stagiaires ils aient la possibilité de découvrir et qu'ils aient la présentation des différents contenus. Donc, en général, c'est conçu en modules qui eux-mêmes intègrent des chapitres et qui intègrent aussi des évaluations, au moins des évaluations de modules. Donc, il faut qu'il ait une vision de l'ensemble de sa formation avant de commencer. Il faut qu'il puisse voir sa progression dans la formation, qu'il puisse faire le suivi pour qu'il voit où il en est et quand est-ce qu'il va s'arrêter, parce que l'idée, c'est d'éviter que finalement il ait envie d'arrêter un peu plus rapidement. Donc voilà, qu'il ait une navigation facile et puis un accès au contenu pendant une longue durée, on l'a vu et on l'a déjà dit aussi, mais on pense que l'accès longue durée, ça va rassurer les personnes et en plus qu'ils vont pouvoir maîtriser les compétences plus facilement. Qu'il ait un accès à ses résultats d'évaluation et au point qu'il a obtenu, parce que voilà, ça semble évident, mais à partir du moment où il fait un jeu, un quiz, une évaluation, qui souvent lui permet d'accéder au module suivant, il faut absolument qu'il ait les résultats, et notamment sur toutes les statistiques pour qu'il comprenne à quel endroit il a réussi, à quel endroit il a des points à améliorer. L'attestation de fin de formation, on l'a vu, c'est un peu la finalité de sa formation et donc c'est la reconnaissance de la formation assurée. Donc pour lui, c'est très important qu'il puisse avoir un document qui prouve que sa formation a bien été réalisée. Et c'est pas parce qu'on est sur de la formation à distance en e-learning où potentiellement l'individu, le stagiaire, évolue tout seul qu'on ne veut pas lui permettre d'échanger à la fois avec des formateurs physique, j'allais dire, même si ça passe par des forums ou de l'envoi de messages, mais il faut quand même qu'il ait un interlocuteur formateur avec la notion pédagogique, et puis évidemment avec d'autres utilisateurs, donc soit des gens qui font la même formation que lui, mais qu'il ne connaît pas, soit carrément des collègues de travail qui suivent la même formation dans un groupe de chat, par exemple, comme ce que vous pouvez faire lorsque vous posez des questions. Et puis, là, c'est vraiment la fin de ce que j'ai à vous dire, c'est les fonctionnalités qui sont indispensables pour l'entreprise aussi, puisqu'on est quand même sur le sujet du respect de la réglementation et donc de pouvoir prouver que la réglementation est bien respectée. Et donc, l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des informations de connexion des salariés à qui on a mis à disposition les licences pour pouvoir les fournir aux financeurs. Avec les statistiques de réussite et de progression de chaque participant, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, pouvoir faire le point sur ces éléments et puis de pouvoir jauger, voire juger qui va être le salarié le plus à même d'avoir telle ou telle mission. Ensuite, une chose très très importante, c'est le fait que le fournisseur de e-learning, que ce soit un fournisseur interne ou externe, même si en interne c'est plus facile, il faut absolument qu'il respecte les notions de RGPD et donc de données personnelles. Et c'est pour ça que nous, on considère que l'organisme de formation qui met à disposition une plateforme doit en être propriétaire, puisque sinon, ça passe par différents acteurs avec des propriétaires et puis on pourrait considérer des sous-traitants. Et donc là, on alerte nos clients sur la notion de respect du RGPD. Ensuite, évidemment que c'est pas parce que c'est de la formation e-learning ou à distance qu'il n'y a pas une qualité indispensable à respecter de la part de l'organisme de formation. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2022, votre prestataire il devra justifier d'une certification Calliope. C'est le nom
du décret qualité qui va être mis en place. Et c'est surtout aussi pour les notions de financement, parce que si vous voulez faire financer vos formations, que ce soit du présentiel classique comme du e-learning, comme de la formation mixte, il faut que votre prestataire ait bien cet agrément, sinon les financements auprès des OPCO notamment ne pourra pas se faire. La personnalisation des accès à l'image de l'entreprise, on l'a dit, et puis surtout une notion importante, c'est le fait qu'une habilitation électrique, par exemple, ou une formation incendie pour telle ou telle entreprise, c'est pas du tout la même formation en fonction justement du secteur d'activité, des locaux et de tout un tas de critères. Donc, il faut absolument que les formations puissent être personnalisées à l'image de votre société pour que les compétences soient vraiment très, très efficaces. Voilà, j'ai fini. Donc, du coup, comme c'est écrit, merci pour votre attention. Bon, j'ai un peu dépassé le temps, mais voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions. Et je vais aller dans les quelques questions qui ont été triées par Caroline pour y répondre dans l'ordre. Donc, la première question, c'est comment s'assurer que l'entreprise respecte bien toute la réglementation autour de la santé et sécurité au travail. Alors, c'est vrai que là, c'est une question qui est assez vaste parce que là, nous, on a balayé les obligations autour de la formation spécifiquement, ce qui fait qu'il y a d'autres obligations, même s'il y en a qui sont en lien, évidemment, mais il y a d'autres obligations autour de la santé et sécurité au travail au sens très large. Donc, peut-être que le plus facile pour s'assurer que vous respectez bien toute cette réglementation, c'est de faire des audits, tout simplement. Aujourd'hui, on fait des audits qui sont faits aussi à distance et qui permettent, en fonction de la sinistralité, en fonction du secteur d'activité, en fonction de ce qu'on appelle le niveau de maturité de l'entreprise autour du sujet de la santé-sécurité, on peut avoir une image très, très précise de ce que l'entreprise fait et de ce qu'elle devrait faire pour répondre à la réglementation. Et souvent, on va bien au-delà de ça pour faire en sorte de mettre en place une véritable stratégie autour de ces sujets et autour de ces audits. Voilà. Ensuite, les modules e-learning que vous proposez sont-ils achetables pour implémenter dans notre LMS? Alors là, c'est plus compliqué, mais dans l'idée, oui. On peut faire en sorte qu'une plateforme LMS interne puisse utiliser nos contenus. Après, en fait, tout dépend comment votre plateforme LMS elle est conçue pour pouvoir associer notre plateforme à nous et la mettre à l'intérieur. Par exemple, on peut très difficilement aujourd'hui, nous, faire des extractions SCORM pour l'intégrer dans une plateforme LMS qui peut-être n'est pas conçue tout à fait de la même manière que la nôtre et potentiellement, c'est une étude un peu poussée à faire pour peut-être qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont pas forcément intégrées et qui, on le sait, vont gêner le fonctionnement de nos formations. Par exemple, nous, on a des mots croisés, on a tout un tas une dizaine de quiz différents, des choses qui sont reliées avec des statistiques qui sont générées avec différents réglages. Et on sait que quand on fait une extraction pour la mettre dans une autre plateforme LMS, il y a souvent des petits bugs. Donc, c'est une question à creuser. Ensuite, avez-vous la possibilité de construire des formations sur mesure pour les adapter aux entreprises? Contraintes horaires, saisonnalité, oui, bien sûr. Du coup, nous, le fait qu'on soit totalement propriétaire de notre plateforme, ça nous permet d'élaborer des formations vraiment sur mesure et d'y intégrer des vidéos, des images, tout un tas d'éléments qui sont vraiment personnalisés à l'entreprise, tout comme la page d'accès, qui est une page d'accès spécifique à la société avec un lien très, très spécifique et des codes d'accès aussi très spécifiques. Donc, on peut tout personnaliser à l'image de la société et de son secteur d'activité.
Et les formations e-learning et mix sont-elles financées par les opérateurs de compétences? Oui, on en a un petit peu parlé maintenant, mais donc tout à fait, les financeurs de formation, notamment les OPCO, ont bien prévu de financer ces formations-là de plus en plus ces derniers mois, à partir du moment où on est en capacité de fournir un certain nombre de statistiques qui prouvent que les formations sont bien réalisées, et notamment au travers des statistiques et des rapports qu'on peut télécharger sur les temps passés et sur les points obtenus, et notamment la fameuse attestation de fin de formation qui est générée à partir du moment où le stagiaire a fait la totalité de sa formation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir tenu jusqu'à 1h05, donc un petit peu plus longtemps que prévu. Et je vous souhaite une bonne après-midi et un bon week-end. À bientôt peut-être. Merci beaucoup pour tout. Au revoir.